l'érection de votre entreprise lucrative versus le côté non lucratif. Est-ce que vous sentiez vous-même une possible contradiction ou une harmonie? Comment l'avez-vous vécu? Bien, je vais rappeler une chose. En 1975, à l'époque de Cosmos, il y a eu un article, une entrevue où je dénonçais un peu le show business commercial de Donald, puis aussi Guy Latraverse avec Québec Spec, qui faisait des choses dans le but de faire de l'argent. Et là, Guy Latraverse m'avait invité à luncher et m'avait gentiment expliqué que si je voulais justement défendre les artistes québécois, puis il fallait que j'aille une compagnie qui réalisait des profits, sinon ça ne durerait pas. Et qu'il fallait présenter des choses qui étaient rentables pour pouvoir travailler à lancer des artistes plus jeunes qui n'étaient pas profitables. Puis il m'a fait réaliser que lui-même était animé dès le départ d'un esprit de mission avec Claude Léveillé, Charles Lebois, et qu'il fallait bien qu'il gagne sa vie pour payer ses employés, et que tôt ou tard, il faudrait que je fasse pareil. Puis René Malo aussi m'avait fait un peu le même discours, puis m'avait convaincu d'arrêter de dénoncer le, 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 le diable commercial pour réaliser qu'on n'avait pas d'autre choix pour réaliser nos objectifs que d'avoir une compagnie. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas de compagnie, c'était tout sans but lucratif, c'était une commune hippie. Oui, c'était un peu aussi dans la construction du Québec Inc. volet culturel. Et là, maintenant, en 2024, nous ne sommes plus exactement dans le Québec Inc. volet culturel. Lorsqu'on regarde le festival de jazz, enfin, la plupart des entreprises qui ont été acquises par Evenco, et maintenant avec une très, très forte participation de la plus grande compagnie de production au monde, Live Nation. Comment voyez-vous ça maintenant? Parce que pour aujourd'hui et pour l'avenir. Bien, je vais dire, d'un premier temps, ce n'est pas Evenco qui a acheté l'équipe Spectra, c'est le groupe CH. Alors, l'équipe Spectra existe toujours, puis c'est une compagnie sœur d'Evenco, qui appartient aussi au groupe CH. Ils ont vendu une partie à une grande compagnie américaine qui s'appelle Live Nation. C'est la plus grosse compagnie de tourneurs sur Terre, en fait. Oui, puis il y a AEG aussi, qui avait fait des offres que j'avais refusées, d'ailleurs, pour acheter l'équipe Spectra. Mais il faut savoir que, bon, comme dans toutes les industries, il y a une globalisation, et qu'au moment où s'est vendue l'équipe Spectra, quand Jeff Molson m'a approché, ce qu'il cherchait d'abord à acquérir, c'était le Metropolis. Parce que le Metropolis, c'était la vache à lait de Spectra au niveau de la profitabilité, parce que les compagnies sans but lucratif, bon, on avait la gestion, puis la maîtrise d'œuvre avec un pourcentage de 5 du budget, puis on fournissait tout plein de services. Ça permettait et au festival et à l'équipe Spectra de partager là, des frais de bureau, de comptabilité, de ça. C'était avantageux pour tout le monde. Mais donc, c'était le Metropolis qui était la vache à lait financière de l'équipe Spectra, parce que la télévision, à ce moment-là, c'était la fragmentation des auditoires. Il n'y avait plus de profitabilité là. J'ai même vendu toutes nos filiales de télévision à ce moment-là. Mais le fait est qu'on avait, avec les compagnies sans but lucratif, des millions de dettes, parce que le gouvernement Harper avait coupé, entre autres, 1 million aux Francopholies par Montréal en Lumière, qui était une entente triennale, après 1 an, parce que, en fait, alors qu'on avait déjà imprimé le budget, ça a donc créé des dettes. La maison du Festival de jazz, on avait 10 millions qui étaient donnés par le gouvernement du Québec, dont le cordon de la bourse était tenu alors par Monique Jérôme Forgette, pour rénover l'édifice. Ça coûtait 14 millions. On pensait avoir une subvention fédérale qu'on n'a finalement pas eue. Il a fallu hypothéquer le Métropolis pour garantir. Puis, dans le cas de la maison du festival, les honoraires qu'on recevait pour le gérer, c'était seulement la moitié, 2,5 disons qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu Jeff Molson pour s'engager, parce qu'il m'a fait une lettre pour s'engager de préserver la mission des festivals et de l'équipe Spectra, de son agence pour la culture québécoise, et qui avait les reins assez solides, je ne suis pas sûr que ça existera encore. Quand est arrivée la pandémie, une chance qu'on avait vendu
Jeff Molson, parce que lui avait les rangs assez solides pour passer à travers. En tout cas, il y a eu beaucoup d'aides gouvernementales. Les festivals ont pu survivre, les agences de spectacle aussi, mais je ne sais pas qui aurait payé l'hypothèque du Métropolis, les assurances, les frais de chauffage, les taxes. Il y en avait, on parle d'1 million par année au moins, là, alors qu'il n'y avait plus aucun revenu, sans compter tous les employés. En tout cas, disons que j'ai fait ouf! C'était le bon timing pour vendre. Oui, Maintenant, et maintenant, parce que pour répondre à la question, je m'excuse de vous couper la parole, mais et aujourd'hui, où s'en est rendu 10 ans plus tard, effectivement, l'équipe Spectra est la propriété minoritaire d'une compagnie américaine qui peut amener justement dans les festivals des gros noms, qui peut aider, qui amène une expertise. Mais surtout, euh, je vois que France-Marguerite Bélanger, qui est la vice-présidente du groupe CH, qui est en charge de Spectra et donc du mandat de maîtrise d'œuvre des festivals, elle défend les festivals, elle défend leur gratuité. Elle est arrivée à gérer ça de façon à récupérer le déficit accumulé, puis arriver à... Bon, c'est sûr que les festivals ont pu subir une certaine cure maigreur le temps de récupérer les déficits accumulés, mais ils s'en sortent encore extraordinairement bien. Cette année, moi, les francopholies, j'étais renversé. Il y avait plus de monde, je pense, que jamais. J'ai vu des spectacles magnifiques. J'ai découvert des artistes. Alors, puis le festival de jazz qui s'en vient, ça va aussi être magnifique. Alors, je suis très, très content finalement que, parce que la structure n'a pas changé. Le festival de jazz est toujours sans but lucratif et il y a en arrière des gens qui sont capables d'en assurer la survie à long terme. oui. Bien sûr. Mais en tout cas, il y a toujours un mais, c'est-à-dire que maintenant qu'il y a un actionnaire extrêmement important qui s'appelle Live Nation dans la structure du groupe CH, pensez-vous que l'argent public pour aider à l'émancipation de ces festivals-là dans une structure officiellement à but non lucratif pourrait éventuellement être progressivement retiré puisqu'on sait que maintenant, il y a d'immenses capitaux qui sont derrière toutes ces organisations-là. Non, mais il faut savoir que ces festivals-là sont indépendants. Montréal en Lumière a un conseil d'administration complètement extérieur. Il y a un code d'éthique entériné par le gouvernement sur les transactions entre apparentés. Il n'y a d'aucune façon où Live Nation peut tirer des profits indus à partir du festival de jazz ou réduire les fonds qui lui restent pour présenter des spectacles gratuits. Et les gouvernements aussi, les subventions sont, chacune des subventions, c'est des contrats qui sont vérifiés, les états financiers des festivals sont vérifiés, les propriétaires de la compagnie de gestion qui assure la maîtrise d'œuvre de ces festivals-là aussi. La SODEC reçoit des états financiers. Il y a même eu une étude de faite par la SODEC il y a quelques années pour vérifier justement. Et on a été cité en exemple, comme exemple de bonne gouvernance et comment on dit ça, le fait que tout est clair, là, de transparence. De transparence, oui. Oui. Alors, je ne suis pas inquiet là-dessus parce que je ne pense pas que Jeff Molson risquerait sa réputation. Je pense qu'il le fait acheter l'équipe Spectra puis prendre en charge les festivals pour Montréal en grande, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment une transaction très agréable à négocier, toujours en français d'ailleurs. Oui, Jeff Molson est un parfait bilingue, en fait. Oui, oui, absolument. Et moi, je lui lève mon chapeau, puis je n'ai pas d'inquiétude parce que aussi, sa vice-présidente, France-Marguerite Bélanger, c'est vraiment quelqu'un de brillant qui a à cœur le succès de ces festivals-là. Oui. Mais strictement du point de vue des perceptions, je ne veux pas insister, oui, les perceptions. Du point de vue des perceptions extérieures, mettons que Pierre Poilievre prend le pouvoir un peu dans 1 an ou 2, et mettons qu'on est dans une autre perspective où on sait qu'il y a Live Nation derrière, il y a non seulement le groupe CH, mais il y a une compagnie qui est encore beaucoup plus grosse que le groupe CH. Mais Live Nation n'est pas propriétaire du festival de jazz ou des francopholies, c'est clair. C'est sûr que la perception, de la façon que c'est présenté, ça peut être louche, là,
Mais la réalité, quand même, c'est comme le fait des subventions pour les festivals d'animation culturelle en centre urbaine. C'est ce que j'ai créé un peu, puis le modèle a été suivi, puis ça fait de Montréal la ville des festivals. Il ne faut jamais oublier que partout à travers le monde, les festivals, ils sont à but lucratif. Il faut que tu payes pour entrer sur le site. Puis une fois que tu es là, tu as une clientèle captive. Si tu veux un verre d'eau, tu achètes un T-shirt à manger. C'est le Ouais, festival qui fait des profits avec ça. Alors exactement. qu'au festival de jazz, au Francophonie, à Montréal en Lumière, c'est sur la voie publique, dans un centre-ville. Dieu merci, il y a eu un quartier des spectacles qui a été créé, puis des places de façon à protéger le site, le plus beau site festivalier urbain au monde du développement immobilier. Ça en est fait énormément pour 2 milliards autour. Mais c'est donc là pour rester, ce site-là. Et ces festivals-là ont prouvé qu'ils généraient des retombées économiques juste sur l'argent des touristes qui sont venus spécifiquement à Montréal, qui sont à peu près 10 fois plus que ce que le gouvernement donne. Je parle en recette fiscale pour les gouvernements, que ce que les festivals donnent en subvention. Alors, en quelque part, si ces festivals-là n'existaient pas, il faudrait que les gouvernements ils cherchaient moins d'argent pour payer pour les hôpitaux, puis les routes, puis les écoles. Fait que c'est un plus. Mais l'apparence, c'est que les gouvernements mettent des millions dans des festivals gratuits. Il y a un économiste là, qui a conclu que c'était qui ne croyait pas aux études touristiques. Pourtant, là, c'est fait avec des vérifications par les gouvernements, Tourisme Montréal, la Chambre de commerce. En tout cas, Oui. Mais parlons du nouvel environnement urbain, qui est un très bel environnement urbain. Effectivement, c'est à vue de nez le plus beau site urbain festivalier dans les grandes villes ouais. de l'Occident. Maintenant, il y a d'immenses buildings qui se sont construits autour. Vous faisiez quand même des revenus intéressants pendant les festivals avec vos propres produits dérivés. Maintenant, il y a beaucoup de restaurants qui vous ont chippé une partie des profits. Enfin, peu pour vous, mais je parle de ceux qui ont suivi. Oui, oui. Ben, en fait, le Comment voyez-vous festival. ça, là? Genre des millionnaires qui arrivent dans des super tours, est-ce qu'ils vont accepter qu'il y ait des festivals à longueur d'année, enfin pendant plusieurs mois par année? Et est-ce qu'ils vont être tolérants par rapport à ça éventuellement? C'est drôle parce que euh, tous ces immeubles à condos, les condos ont été vendus avec le slogan Soyez aux premières loges des festivals. À ce moment-là, j'ai demandé à la ville d'exiger une servitude dans les baux, puis tu sais, on a une servitude de passage, une Oui, oui. servitude sur le bruit jusqu'à minuit pendant les festivals, ce qui n'avait pas été accepté. Puis effectivement, tôt ou tard, il y a des gens qui vont se plaindre du bruit. De la même façon que les premiers festivals de jazz sur la rue Saint-Denis, le maire Drapeau avait fait démanteler la scène parce qu'il y avait eu des plaintes sur le bruit, parce que des jeunes étaient montés avec des tam-tams pendant la nuit. On a réussi à convaincre l'administration Drapeau de nous permettre de remettre la scène en place en promettant de mettre un agent de sécurité pour empêcher que ça se reproduise. Et c'est là qu'ont commencé nos dépenses en sécurité et en aménagement. Et vous avez Donc, tout déménagé le ceci. site vers le centre-ville. Oui, à la place des Arts, autour de la place des Arts, il y avait beaucoup de terrains vacants, qu'on a squatté, et, ça a permis au festival de devenir ce qu'il est. Cependant, moi, c'était un combat pendant 10 ans avec l'appui du maire Bourque à l'origine pour créer une place des festivals au même endroit où elle est. En l'an 2000, il avait formé un comité avec le ministère de la Métropole pour trouver une solution pour assurer la pérennité des grands événements déjà. Et finalement, quand la place des festivals et les autres, l'équipe Spectra, on avait préparé avec l'équipe d'aménagement du festival une suggestion de plan et des places publiques à préserver. Puis, grosso modo, c'est ça qui était conservé par le programme particulier d'urbanisme. Et c'était fantastique que ça puisse arriver et se faire à Montréal. Puis c'était très rentable finalement pour les gouvernements et toute la société. Euh, Encore une fois, André et moi, on ne pouvait pas imaginer que le festival qu'on lançait amènerait à reconfigurer le centre-ville de Montréal un jour. Et c'est ce qui s'est produit.